Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un passionné de lecture, même d'écriture. Et donc cet après-midi, nous disons bonsoir à Patrick Bernard. Sois le bienvenu Patrick sur le plateau de Zouk TV. Et merci pour l'invitation, je suis honoré. Cela nous fait plaisir. Merci. Donc, comme d'habitude, vous savez que nous allons lire, mais pas seulement lire, réfléchir pour peut-être agir ou nous questionner sur notre façon de faire et voir s'il n'y a pas une autre façon de percevoir les choses, de se représenter les choses et puis pour améliorer notre environnement. Donc, de quoi vas-tu nous parler cet après-midi, Patrick? Oui, donc je suis venu présenter mon nouvel ouvrage, Fulgurance d'acuité ou les geysers de lucidité, paru aux éditions Spinel. Voilà. D'accord. Donc, tu as dit mon nouvel ouvrage. Donc, oui. Ce n'est pas ton premier ouvrage. Non, c'est mon cinquième ouvrage. Donc, je suis poète, essayiste, auteur, compositeur, interprète, mais aussi producteur du pays. Donc, il m'a été donné depuis un certain nombre d'années de produire des ouvrages ou des compositions. Voilà. D'accord. Et alors, ce nouvel ouvrage, il est apparu quand, en fait? Apparu quand? Tu as une année de publication, mais à quel moment il y a eu l'idée à germer entre tiens, je vais faire un ouvrage, et puis il a... Écoute, tu fais bien, alors c'est très pertinent, tu fais très bien de me poser la question. J'ai là je ne sais pas s'il me sera possible de le voir, peut-être pas aussi. J'ai là le manuscrit de l'époque. Alors, à l'époque, j'appelais l'ouvrage Regard ou la contemplation active, que j'ai protégé, donc le fameux manuscrit, le 27 novembre 1998. Donc, ça nous fait quelques 25 ans. Donc, quand ça fait entre 25 et 30 ans que j'ai commencé l'ouvrage. Et cet ouvrage, ce manuscrit a donné lieu à l'ouvrage pour lequel tu as bien voulu m'inviter aujourd'hui. D'accord. Donc, 25 ans. Oui. 25 ans. Donc, j'imagine que... Alors, est-ce que l'ouvrage est resté... les idées sont restées telles quelles depuis 98 ou bien ils ont évolué en fonction peut-être des problématiques de la société, en fonction du changement? Oui, alors c'est déjà un recueil, c'est un recueil de pensées. Donc les pensées, comme j'aime à le dire, je le dis d'ailleurs dans l'introduction, c'est ces moments où une pensée vient résumer des jours, des heures, des jours, des semaines, voire des années de pérégrination intellectuelle, réflexive. Et donc, on a toujours, lorsqu'on n'a pas encore trouvé le truc, quel que soit le domaine, on est dans cette incomplétude, on se dit, waouh. Et lorsqu'on, justement, on a la fameuse pensée qui selon nous, résume notre démarche intellectuelle, on est satisfait. Donc, en 25 ans, il m'a été donné... Alors, il y a des pensées que j'ai écrites une fois pour toutes, sur lesquelles je ne suis pas revenu. Et puis, il y a d'autres, parce que nous cheminons avec notre réflexion. Il y a cette maturation qui se fait jour. Donc, voilà. Donc, je suis, comme je te dis, j'ai sur certaines pensées, il m'a été donné, en grandissant, mûrissant, de peaufiner de la pensée. Et puis, je dois aussi avouer qu'il y a des pensées qui, avec le temps, se sont révélées d'une telle inexactitude qu'il m'a fallu les désapper. Donc, ça a été toujours quelque chose qui a été réactualisé, réactualisé. D'accord. Alors, dans ton nouvel ouvrage, oui. Comment il est structuré? Comment il est organisé? Est-ce qu'il y a des thématiques, il y a un début, une fin, ou bien les pensées sont présentées comme diraient certains, au feeling? Au feeling, moi je dirais en vrac. Alors, parce qu'à un moment, j'ai été visité par l'idée de faire des thématiques.
Et après, j'ai vu, parce que j'ai essayé, j'ai vu que ça devenait assez vite barbant, quoi, assez vite. Pourquoi? Parce qu'on a toutes les mêmes pensées qui reviennent, peut-être avec une nuance, avec les mêmes thèmes. Bon, à un moment, lorsqu'on a par exemple 10 pages où on dit les mêmes choses, enfin, qui font référence à la même chose, non. Alors, j'ai laissé les choses telles qu'elles étaient, donc en vrac. Et je trouve que c'est un ouvrage intéressant en ce sens où il n'impose pas au lecteur une suite comme un roman, une nouvelle ou non. On peut le prendre aujourd'hui à la fin, prendre demain au milieu, après demain au début et recommencer. Et c'est ce que je trouve, parce qu'en fait, il est bon aussi de pouvoir laisser cette liberté à l'autre, liberté d'user de l'ouvrage à sa guise. Et donc je pense que là aussi c'est bien aussi. C'est ce qui fait aussi la particularité de l'ouvrage, je pense. Est-ce que tu t'inscrirais dans, je sais pas, dans le courant philosophique? Oui, il y a une démarche philosophique. Alors déjà, j'ai fait des études de philosophie. Ah, je ne Oui, savais pas. Ça, oui. c'est bon à savoir. J'ai fait des études de philosophie, mais philosopher, c'est quoi? C'est penser le réel sensible dans lequel nous évoluons, c'est penser la cité, c'est penser la société dans laquelle nous sommes. Et la pensée, non pas seulement dans ses causalités, dans ses causes, mais dans ses effets. Donc, oui, nous sommes toujours interpellés par telle ou telle chose de notre quotidienneté. Donc, si c'est cette dimension philosophique auquel tu fais référence, je dirais oui, puisque c'est un ouvrage maladivement ancré dans la réalité. D'accord. Alors, parmi nos téléspectateurs, Oui. nous avons de grands lecteurs. Oui, j'espère. Et nous avons aussi des petits lecteurs ou des lecteurs occasionnels. Oui. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une grande culture pour pouvoir aborder ton livre ou bien même le citoyen lambda pourrait... Non, moi je crois que il y a une parole que j'aime beaucoup là, c'est dans la simplicité que réside la force. C'est-à-dire que on n'est pas là non plus. Lorsqu'on fait un ouvrage, enfin ça c'est ma personnalité. On n'est pas là pour montrer qu'on est, non, c'est pas le but. Le but c'est justement de créer un lien avec le lecteur. Donc ça ne sert à rien d'utiliser des mots, voilà, qui ne parviennent pas à comprendre les uns et les autres. Parce qu'en fait, le but, c'est de transmettre quelque chose. Alors, sans prétention aucune, mais c'est de véhiculer quelque chose. Et ça s'insère dans la compréhension, essentiellement dans la compréhension. Donc, c'est un ouvrage ouvert de 7 à 100 ans et plus. Pour monsieur, et puis, pour monsieur tout le monde. Monsieur et madame tout le monde. Alors, on va entrer dans le plat de résistance. Oui, j'espère. Alors, quel type de pensée nous a préparé Patrick Bernard? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ah, mais alors comme ça de tête, mais je vais prendre quelques exemples ici. Par exemple, je dis on crée comme on est. Oui, tout ce que nous faisons découle de notre intériorité. En fait, créer, c'est extérioriser notre intériorité. Donc, pour moi, c'est évident. Je dis par exemple dans cet ouvrage, l'hypocrite se croit en sécurité derrière ce qu'il tient comme l'indécelable subtilité de sa duplicité. Parce que il y a toujours comprendre qu'il y a plus intelligent qu'il y a un monde, donc voilà, donc ça c'est donc il y a des thèmes, par exemple je dis l'Amérique, c'est URSS en devenir. Il y a 25 ans que je le dis. Et les faits montrent que c'est un pays qui chemine vers un changement de son statut hégémonique sur le monde. Donc ça, nous le savons. Donc c'est pluriel, c'est différent. Par exemple, je dis, lorsque l'orgueil a rendu opaque la source lumineuse qui
qu'est l'humilité, pardon, dont lui est intrinsèque la réceptivité, il devient alors naturel de ployer et de déambuler dans l'ombre de l'obscurité. C'est-à-dire que la vie nous invite à cette humilité, et lorsque nous avons justement tourné le doigt à cette humilité par orgueil, eh bien nous nous coupons à toute possibilité d'apprentissage, quel qu'il soit, quelle que soit la nature. Donc voilà. Par exemple, il y a plein de choses, hein, des sujets, mais c'est des sujets de toute nature. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, enfin, sans prétention aucune, nous sommes interpellés par tout ce qui compose notre existence. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, ça peut être politique, ça peut être philosophique, ça peut être aussi des choses qui ont attrait à la société. Par exemple, je me morfonds quant à la déperdition de nos valeurs, par exemple. Moi, sans faire référence, donc moi j'ai fait le choix de quitter une profession, j'enseignais le français pour m'occuper de ma maman par exemple, mais je me plains, enfin je désespère de voir par exemple les EHPAD proliférer chez nous alors que c'était pas le cas il y a de cela quelque temps. Donc là je regarde sur une société qui est en train de se liquéfier, et une société qui est en train de perdre ses repères essentiels, que la transmission intergénérationnelle. Donc il y a c'est pluriel. Donc en gros, tu as à la fois conteur, philosophe, même historien, puisque tu as un regard justement sur le passé, tu analyses par rapport à ce que tu vois maintenant. Oui. Donc tu revêts dans cet ouvrage plusieurs casquettes. Alors je ne sais pas si c'est plusieurs casquettes, mais je peux dire plusieurs thèmes. Comme je l'ai dit précédemment, la vie est plurielle, donc les thèmes forcément le sont également. Et donc je crois que c'est le propre de la personne qui crée ou de l'artiste d'être en contact en fait, parce qu'en fait nous sommes au contact avec la réalité. Nous pensons la réalité. Et donc, de nos observations découlent forcément des points de vue, des analyses, donnent lieu à des analyses, et de ces analyses accouchent telle ou telle pensée, telle ou telle vision des choses. D'accord. Mais j'aime bien ce que tu dis, parce que pour être honnête avec toi, je ne me qualifie pas d'artiste. Hein. J'ai, peut-être... mauvaise expérience scolaire. Bon, j'étais globalement un bon élève, mais j'avais du mal avec tout ce qui était art. Donc, j'ai tendance à ne pas me définir comme un artiste. Et j'aime bien ce que... quand j'étais plus jeune, je ne percevais pas les choses telles quelles, mais tu as dit que les artistes, ils sont ancrés dans la réalité. Ils présentent la réalité. Et bon... Sincèrement, par exemple, quand moi je voyais peut-être des peintures, j'ai quand même fait quelques efforts avec peut-être les années, mais quand je voyais certaines peintures, pour moi, toutes les peintures étaient surréalistes. Alors que peut-être même aussi dans le surréalisme, il y a un lien avec la réalité. Et j'aime bien cette présentation. L'artiste, il est dans la réalité, il présente la réalité, il y a un message, il y a une interpellation du public. Et en fait, l'art n'est pas déconnecté, contrairement à ce qu'on pourrait penser de la réalité. Non, et puis, alors, je vais dire plusieurs choses. Alors, j'ai envie de te dire, heureusement, puisque si avec des artistes, la vie ne serait pas... nous avons besoin de différences pour précisément permettre cette société. Et puis, oui, alors ce qui m'interpelle, parce que je porte aussi un regard sur nos artistes, je trouve que l'artiste, c'est à la base celui qui... Aimé Césaire disait une phrase magnifique, je serai la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Et c'est ça, en fait, l'artiste, ou la personne qui crée, en fait. C'est un don que la vie, alors, chaque personne en fonction de ses croyances, mais tu as certainement des facultés que je n'ai pas et que j'ai, que tu n'as pas. Donc c'est comme je le disais précédemment. Donc lorsque nous avons cette chance
de pouvoir être une voix. Soyons odeur de vie dans ce que nous faisons. Et moi, très sincèrement, je porte un regard assez triste sur nos artistes qui ne sont pas des éveilleurs de conscience, en fait. Je vois pas tous, mais l'immense majorité sont des égayeurs, mais pas des éveilleurs de conscience. Et je crois que c'est une manière aussi de trahir la mission artistique ou littéraire, que de ne pas justement être ces vecteurs de prise de conscience ou d'une manière de penser, d'observer notre réel sensible. Et si nos artistes aujourd'hui sont aussi aveugles, entre guillemets, que le peuple, donc ça ne sert à rien, leur action est nulle et non avenue. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Juste pour essayer de comprendre ton point de vue, c'est pas pour polémiquer. Est-ce que ces égayeurs, le fait, comme tu dis, d'égayer, la distinction que tu fais entre éveilleurs, égayeurs, est-ce que c'est pas un nouveau moyen, un nouvel outil pour éveiller? Peut-être, est-ce que c'est pas éveiller d'une autre façon par rapport à ce qui se passait auparavant? Non, tu sais, dans cet ouvrage, je parle de permanente ébriété festive. D'accord. Et cette permanente ébriété festive accouche quoi? Accouche un peuple qui est endormi. Accouche un peuple qui regarde partout sauf là où il faudrait, c'est-à-dire la réalité, ce qu'il est en train de vivre. Et lui coupe toute possibilité de se projeter dans l'avenir. Donc lorsqu'on participe à maintenir le peuple dans cette ébriété festive, je ne pense pas qu'on l'aide à avoir une conscience lucide de sa condition. Je ne pense pas qu'on l'invite à se penser, à agir différemment. Donc, c'est pour ça que je dis que, bien au contraire, et c'est pour ça que j'ai parlé de véritable faillite. Dans cet ouvrage, je parle d'évolution régressive. Les artistes avant, c'était des gens, lorsqu'on lisait un texte, où on était interpellé, ça nous donnait matière à réflexion, ça nous donnait envie d'un peu de quitter cette trépidance de vie pour se poser et réfléchir. Aujourd'hui, et depuis pas mal d'années, nous n'avons plus ça. C'est pour ça que je parle d'évolution régressive. Nous avons pléthore d'artistes. Mais est-ce que ce qu'ils sécrètent, est-ce que ce qu'ils proposent est matière et odeur de vie? Sans prétention aucune. Parce que, en fait, il y a une parole que j'aime, que les aînés disaient, « Ababa gamande la parole, quoi gaspiller tao ». Donc, nous avons, en tant qu'artistes ou auteurs, artistes, cette chance d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Eh bien, utilisons-la à bon escient. Donc, si je comprends un des objectifs de l'artiste, de l'art de façon générale, c'est pas seulement d'être consommé, pour être consommé, pour dire, tiens, voici une œuvre, regardez comme elle est belle, regardez ce que je dis, mais il doit avoir une réaction, une prise de conscience, une réflexion, voire peut-être une planification vers d'autres actions. Oui. C'est-à-dire que si je comprends l'esprit, c'est que cette relation entre l'artiste, son public, celui qui l'entend, qui le voit, qui l'écoute, le but n'est pas seulement, tu as vu ce que j'ai produit de beau, reviens voir comment je suis un génie, j'ai produit quelque chose de beau. Non, c'est entre-temps de dire, tiens, il y a eu ça, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire ou à faire différemment. Et en gros, si je continue à faire la même chose, c'est que soit je n'ai pas compris le message de l'artiste, ou soit l'artiste a raté quelque chose avec son public. Oui, mais avant, par exemple, les artistes traditionnels, on va dire. Alors, quand je dis traditionnels, je veux faire état d'antériorité. C'était des commentateurs de la réalité. Ils commentaient la réalité. Alors, ça pouvait être de manière quelconque, de manière tout aussi rigolote, mais c'était des commentateurs de la réalité. Il questionnait, il ramenait le peuple à ce qu'il vivait pour amener ce dernier, et sans prétention aucune, parce que c'est la vocation de l'artiste.
C'est le sens de l'artiste, de toute personne qui crée. Tout le monde aurait aimé crier. Mais non, il y a des mathématiciens, il y a des mécanos, il y a des ingénieurs, il y a des agriculteurs, il y a des professeurs. Il faut de tout, justement. C'est la conjonction de ces différences qui accouche la société dans laquelle nous sommes. Donc, le rôle de l'artiste est quoi? Je dis qu'il n'est pas un simple éveilleur, guéilleur, pardon, mais il est aussi, il a une responsabilité d'éveilleur de conscience. Est-ce que tu as un ou des exemples d'artistes éveilleurs? Peut-être que tu as parlé d'artistes traditionnels ou bon, peu importe. Est-ce que tu as des exemples, soit ils sont toujours parmi nous, mais ils sont partis depuis quelques années, d'artistes qui, quand tu penses à cet artiste, tu as un exemple vraiment d'éveilleur de conscience, éveilleur du peuple. Alors, pas parce que c'est un ami que j'aime beaucoup. Nous avons par exemple Kali qui parle par exemple d'Ilavandre. C'est une réalité qui perdure depuis pas mal d'années. Lorsqu'il nous parle de boycott, il nous invite à changer notre manière de vivre. Nous ne pouvons pas être dans ce consumérisme à outrance. Voilà. Par exemple, nous avons Pippo Martelly dans une chanson Politic Man, où il nous dit tout ça qui dévoile ces belles vérités, perfusion sans doux, les banou l'endormi. C'est-à-dire qu'il nous dit que nous sommes tellement dans une certaine léthargie que nous ne voyons même plus ce que nous sommes en train de vivre. Nous nous éloignons de ce que nous sommes. Donc nous avons plutôt d'artistes fouilles dans cette acabit qui nous invite précisément à penser notre quotidienneté, à changer notre manière. Nous avons aussi le regretté Eugène Bouna qui a dénoncé, qui a passé sa vie à dénoncer des injustices alors historiques, politiques. Voilà, donc ces artistes-là ont mené à bien, je pense. Alors, dans d'autres, nous avons Bob Marley, mais ça c'est dans d'autres. Nous avons à l'époque des artistes qui justement invitaient celles et ceux qui les écoutaient à se penser, à penser ce qu'ils vivaient. Maintenant, c'est un de nos artistes qui parlait de musique Kleenex. Pourquoi musique Kleenex? Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous sommes justement dans ce consumérisme à outrance et tout va vite, quoi. Il faut que tout aille vite, quoi. C'est-à-dire qu'on ne prend même pas le temps de pénétrer une œuvre, de la comprendre. Hop, on passe déjà à autre chose, quoi. Et donc c'est assez triste. Donc on est plus dans la culture de l'instantanéité et puis pas le temps de se poser, réfléchir et puis voir comment appliquer. Oui, par exemple, dans cet ouvrage, je parle de prisonniers de l'immédiateté. Ah, oui, donc c'est précisément ce que tu voulais dire. Voilà, sans savoir, je ne connaissais pas, je ne savais pas que tu avais utilisé cette expression, mais oui, voilà. C'est quelque chose qui est souvent aujourd'hui mis, bon, pas par tous, par certains, prisonniers de l'immédiateté, parce que on veut peut-être tout de suite. Il y a la culture de l'instant avec, bon, ils ont leurs avantages, comme toute chose aussi leurs inconvénients, les réseaux sociaux, les diffusions. Donc, l'instant, on voit tout. Voilà. Donc, la réaction des gens a évolué. Oui. Les attentes aussi. Oui. Puisque on cultive moins certaines habitudes telles que la patience ou prendre le temps de comprendre avant de passer à autre chose. Mais il faut aussi dire que, alors je ne suis pas complotiste, mais il y a cet affaissement. Reconnaissons-le, il y a cet affaissement. Un affaissement, comme je le dénonce dans cet ouvrage d'ailleurs, un affaissement pluriel, polymorphe, qui n'est pas seulement moral, mais aussi intellectuel. Et cet affaissement fait que les individus vivent choses parmi les choses, quoi. Vivent choses parmi les... Par exemple, nous sommes un peuple de l'oralité, c'est vrai, mais nous ne lisons pas. Ou très peu. Très peu.
Sur les réseaux sociaux, par exemple, nous voyons, les rares fois où je m'aventure, ben, qu'est-ce que nous voyons souvent? Entre le titre et le contenu, ça diffère. Mais on voit que des gens s'arrêtent qu'au titre, ils commencent à... Parce que c'est ça le gros problème aussi. Donc nous avons des spécialistes de tout, mais qui ne se donnent pas le temps de se spécialiser, donc de s'informer. Et c'est ça la misère, l'appauvrissement de notre société. Et donc, oui, c'est un affaissement, un réel affaissement. Donc, qui est intellectuel, mais aussi dans d'autres... Pluriel, c'est-à-dire que, comme je le dis, qui est moral aussi, qui est spirituel, moral. Aujourd'hui, nous sommes plus matérialistes que spirituels. Par exemple, les valeurs qui nous guidaient jadis, comme la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en lutte active contre la vérité. Aujourd'hui, dire des choses qui sont vraies, ben, par exemple, nous avons un fait d'actualité. Nous avons des jeunes dans les différentes facs de France et d'ailleurs qui militent pour un cessez-le-feu à Gaza, par exemple. Ben, c'est quelque chose d'humain quand même. C'est l'humanité qui dit quand même on ne peut pas laisser cette chose perdurer. Eh bien, une action aussi noble, venant de jeunes, il ne faut pas l'oublier, est criminalisée. Ah non? Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous sommes dans un monde où le bien est appelé mal et le mal bien. Et je dis d'ailleurs dans cet ouvrage que depuis un certain nombre de temps, nous sommes plus à choisir entre le bien et le mal, mais à choisir et à opter pour le mal ou le moindre mal. Donc nous avons déjà basculé. Donc c'est ça encore une des conséquences de cet affaissement moral, spirituel, voilà. Et est-ce qu'il y a, selon toi, de l'espoir? Est-ce qu'on suit une évolution inéluctable ou il y a moyen de faire quelque chose pour inverser la tendance? Aussi bien, bon, tu as parlé des artistes, tu as parlé du déclin intellectuel autre, spirituel. Est-ce que c'est le cours naturel des choses? Et puis... Alors, dans cet ouvrage encore, bon, je ne m'a pas fait qui m'a fait, bah, moi, donc je le dis, dans cet ouvrage encore, je dis, j'invite celles et ceux qui me font l'honneur de me lire, qu'il faut renoncer au renoncement et ne surtout pas désespérer de l'espoir. Est-ce que tu peux reprendre? Il faut renoncer au renoncement et ne surtout pas désespérer de l'espoir. Donc en adéquation avec la question que tu m'as posée, oui, justement, c'est dans ce chaos qu'il ne faut sûrement pas perdre espoir. Parce que l'espoir est odeur de vie. L'espoir est synonyme aussi de possibilité de changer. Donc, le renoncement, déjà n'est pas humain, en fait, parce que l'homme est perfectible, l'homme a à se faire, l'homme a à devenir, l'homme a à se réaliser. Donc, à partir de là, son moteur, son essence, c'est l'espoir. Si on ne croit pas, nous pas qu'à faire rien, on laisse tomber, on se laisse... non, précisément, aujourd'hui, plus qu'hier, ben, nous avons besoin de cet espoir qui vivifie, qui justement, qui nous transforme, qui nous donne justement cette force dans cette obscurité, dit quoi encore? Est-ce qu'on peut considérer que ton ouvrage est un symbole de cet espoir dans le sens où, comme on parlait en début de l'idée qui a germé il y a 25 ans, oui. On a pu se... Je ne sais pas quelles ont été tes pensées pendant ce temps. Peut-être d'autres personnes s'auraient dit, bon, je laisse tomber. Bon, j'avais un projet ou l'idée d'un livre et puis bon, finalement, je laisse ça tomber. C'est plus d'actualité. Ben, malgré ces 25 ans passés, ben, il a vu le jour et... Oui, mais je le dis encore dans cet ouvrage, qu'on ne devient que ce que l'on se fait. On ne devient que ce que l'on se fait. Donc... c'est une manière de nous montrer que justement qu'il ne faut pas renoncer, qu'il faut renoncer au renoncement, qu'il ne faut pas désespérer de l'espoir.
Même si ça fait 25 ans, voilà. Mais nous continuons à y croire, nous continuons à travailler, nous continuons... entre-temps, j'ai fait autre chose, bien sûr. Mais il faut justement garder vivace cette foi en nous, cette foi de croire que c'est possible. Et la vie nous montre que, bon, ben, lorsqu'on y croit, ben, que les choses se font jour, et puis tôt ou tard, même 25 ans, même 30 ans après. Donc, il faut y croire, il faut y croire. Et dans cet espoir, est-ce que tu penses que on peut réussir à avoir cet espoir seul ou on a besoin de l'aide des autres, hein, comment ça, est-ce qu'on doit se regrouper? Est-ce que on peut quand même avancer seul dans un certain nombre de domaines? Comment toi tu vois la chose? Alors moi je crois qu'on a besoin des deux. C'est-à-dire que si déjà à la base, sans prétention aucune, sans orgueil, hein, ça n'a rien à voir. Si on ne croit pas suffisamment en soi, si on ne croit pas suffisamment en nos capacités, en nos rêves, enfin, quel qu'il soit, ça peut être un ouvrage, ça peut être une maison, ça peut être quel que soit l'objectif. Si on ne croit pas en soi déjà à la base, on a déjà perdu la bataille. Mais en tant qu'être humain, nous avons justement besoin, parce que nous sommes dans cette intersubjectivité, nous sommes dans ce rapport à l'autre. Si je dis je, c'est parce qu'il y a lui, il y a elle, voilà. Donc le je prend sens dans ce rapport à l'autre. Donc immanquablement, cet espoir est nourri de rencontres ou d'observations. Oula, il s'est donné les moyens ou elle s'est donné les moyens de, mais voilà, pourquoi pas moi? Donc, c'est une manière aussi de se nourrir. On se nourrit de l'autre. Alors, se rencontrer aussi, parce que, par exemple, je prends un exemple, si tu veux être footballeur, ou peut-être fréquenter mon gars de pétanque. Hein? Tu vois, tu te nourris de compagnie footballistique. Oui, donc, c'est un peu la même chose pour tout chacun, quel que soit le domaine, quoi. Donc, ça part de nous. Mais c'est pas essentiellement nous, mais c'est nous dans ce tout. Est-ce qu'on peut imaginer une suite à cet ouvrage ou que tu travailles sur autre chose? Une suite, c'est-à-dire comme ce sont des pensées. Donc je peux demain, parce que j'ai encore des pensées qui se font jour. Par exemple, récemment, j'ai créé le concept, parce que je crée aussi beaucoup de néologismes. J'ai créé le concept d'immadulte. Alors, quand je pensais à ma société, que j'aime beaucoup, ma société martiniquaise, antillaise, c'est en fait immature et adulte. Immadulte. Donc, demain, je peux encore accoucher un ouvrage de pensée. Voilà. Par exemple, il y a des pensées depuis cet ouvrage qui se sont déjà vus jour. Donc, j'ai pris le soin, je pense bien, de bien les noter. Et puis, ça peut donner lieu à un autre ouvrage. Mais une suite, parce que c'est pas... le genre d'ouvrage ne donne pas lieu à une suite, puisque c'est pas un roman, c'est pas une nouvelle, c'est pas... donc ce sont des poésies, lapsus révélateur, puisque je suis aussi poète, parce que en fait ça c'est mon premier recueil de pensées, et j'ai eu plusieurs recueils de poésie. C'est pour ça aussi ce petit lapsus. D'accord. Donc, ça c'est intéressant. Oui. Non, je réfléchissais à ton néologisme d'immadulte. Immadulte, oui, c'est un truc que mon garçon j'ai payé hier, parce que encore une fois, nous pensons à notre société. Et c'est vrai que des fois, nous manquons de maturité, il faut le dire, hein, qui aime bien châtie bien, hein, c'est bien connu. Et donc, oui, ce mot m'est venu en pensant à certaines réalités. Par exemple, je sais pas, tu fais appel à un professionnel, le gars te dit oui, demain. Le gars ne vient pas, il ne t'appelle même pas. Mais c'est plus fréquent que rare. Hein. Oui. Et le gars, et si tu fais... si tu lui fais cette remontrance, le gars il est plus véhément que toi. C'est une forme d'immaturité. Alors, on va aller plus loin d'irrespect, mais une forme d'immaturité. Et ça se voit aussi, le fait de ne pas pouvoir prendre nos responsabilités. Là, c'est un peu plus politique, ce dont je fais état. Toujours penser que nous avons
immanquablement toujours besoin d'être sous la domination de. Pourquoi? Non. Nous sommes dans la Caraïbe, nous sommes dans un archipel où nous avons une trentaine d'îles analogues, en tout point analogues à la nôtre. Peuple, n'en déplaise à certains afro-descendants, sensiblement même configuration, même climat, qui sont indépendants. Nous sommes les seuls à ne pas être indépendants, par exemple. Il faut se poser une question aussi. C'est-à-dire que tout ça aussi participe à cette immaturité qui... je ne suis pas en train de dire autre chose, hein, mais je veux dire que sur plein de points, nous sommes assez immatures. Donc, d'une certaine façon, tu te reconnais, ou bien peut-être c'est lui qui se reconnaîtrait dans toi, dans la doctrine de Kennedy, ne pas se demander ce que le pays peut faire pour soi, mais qu'est-ce que nous pouvons apporter au pays. Tout à fait. Et alors, justement, je prends cette référence-là, en fait. Alors, je dis, il y a 25... Aujourd'hui, hein, par rapport aux réseaux sociaux, tout le monde va trouver un peu normal de faire un recueil de pensées. Mais il y a 25 ans, 30 ans, lorsqu'Internet n'existait pas, qui aurait pu être... Alors, ça existait, bien évidemment, mais qui était visité par l'idée de faire un truc de pensée. Ceci pour dire que c'est une pensée que je dis à notre endroit, tout chacun, mais nous en tant que peuple. Chers miens, arrêtons d'attendre que les autres réalisent des choses pour nous puisser copier. Arrêtons ce mimétisme, arrêtons de singer. Si nous prenons le temps de rester un temps soit peu avec nous-mêmes, le temps d'entrer en nous-mêmes, de goûter à cette compagnie de nous-mêmes, de nous rencontrer, c'est ce que j'appelle dans cet ouvrage l'élévation, la descente vers l'élévation, c'est l'introspection. Eh bien, nous découvrons en nous plein de possibilités, en l'obelleté, et qui fait qui nous montre que nous n'avons pas besoin de singer l'autre. Restons avec nous-mêmes, rentrons avec nous-mêmes, et c'est pas de l'ostracisme, nous en faisions état préalablement. Mais c'est une manière de se dire que oui, je ne peux pas me nier à être dans cette propension à l'ailleurs, et puis me nier, alors qu'en moi sommeille, en nous, sommeille des choses magnifiques, et puis des potentialités incommensurables. Donc voilà, c'est un des exemples. Est-ce que, par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, est-ce qu'on peut penser à par exemple, des personnes qui nous visitent, qui parfois se rendent compte justement de, comme tu dis, de la beauté de notre territoire, des atouts que nous avons dont peut-être nous ne sommes pas conscients ou bien nous ne prenons pas le temps d'être conscients. Et puis, ils se disent, tiens, il y a de belles choses là, je vais faire comme eux, mais je rentre chez moi et j'exploite peut-être un art ou... C'est ce dont nous faisions état préalablement. On nous maintient dans cette ébriété festive permanente pour que précisément nous puissions rater l'essentiel. L'essentiel, c'est nous, c'est nos capacités. C'est une manière aussi d'endormir ce moteur de créativité qui est en nous. Voilà. Donc forcément, ceux qui viennent d'ailleurs avec des idées qu'on les connaît, parce que nous avons quand même 5 siècles de cheminement avec ces derniers, n'ont pas pour vocation à nous inviter à nous penser. Si toi-même tu ne vois pas ce qui est bon pour toi, n'attends pas de l'autre qu'il le fasse pour toi. Tu penses bien. Et je le dis dans cet ouvrage, en substance, je ne retiens pas tout, il est vain d'espérer de celui qui te trompe, qu'il te renseigne, qu'il t'informe sous les rouages de sa tromperie. C'est logique. Il a besoin de toi absent, moralement, intellectuellement, pour pouvoir mieux te manipuler, te dominer. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Donc, il nous appartient à chacun, à nous même, de nous réveiller. Ah, mais encore une fois, on le disait tout à l'heure, si nous pas fait qui fait ballot. Et c'est vrai que, c'est-à-dire que nous sommes un peuple magnifique, mais nous sommes dans une espèce nous sommes hors réalité, nous sommes hors sol. Nous sommes hors sol, c'est-à-dire lorsqu'on voit par exemple, on n'a pas besoin d'être Madame Iram, Madame Soleil, on n'a pas besoin d'être voyant.
Nous savons que les grandes puissances sont en train de nous préparer une troisième guerre mondiale, par exemple. Ça, on n'a pas besoin d'être intellectuellement tellement balèze pour le voir. Tout le monde est très... Voilà. Nous savons dans le même temps que nous avons 60 jours d'autonomie alimentaire. Et ça ne nous dérange pas. C'est-à-dire que nous allons droit dans le mur, mais voilà, continuons à nous amuser. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ça, c'est valable dans tellement de domaines. Et puis, je le dis, parce que l'opportunité m'est donnée, toute domination d'un peuple ou d'un pays sur un autre passe immanquablement, systématiquement, par la compromission, voire la corruption de ces élites. Pas élite seulement politique, élite économique, élite culturelle. Nous faisions état des artistes, élite médiatique. Pas vous, puisque vous m'invitez, et d'autres. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tous ceux qui sont en capacité d'opérer cette mutation sont de cette complaisance, sont de cette compromission, pour ne pas dire cette collaboration, qui maintient le peuple dans son endormissement. Là encore, nous devrions agir en ce sens. En tout cas, Patrick, merci beaucoup. C'était un déjà plaisir. Le temps passe. Non, c'est pas vrai. Il faudra m'inviter à nouveau. Ce sera avec plaisir. Il y a pas... Donc c'est vrai déjà. Oui, mais écoute, il reste quelques petites minutes. Donc, en guise de conclusion. Donc, est-ce que... je vais répéter la phrase que nous avons déjà dit, hein, de renoncer au renoncement et ne pas désespérer de l'espoir. Renoncer au renoncement et ne pas désespérer de l'espoir. Voilà. Donc ce sera, si vous voulez bien, la petite phrase de méditation et voir comment on peut mettre ces choses en application. Parce que, bon, dire de belles paroles, c'est bien. Agir en lien avec celle-ci, c'est encore mieux. Mais la conscientisation, comme je dis, toute réelle prise de conscience se fait conscientisation. Dans cet ouvrage, qui est notamment chez, je ne sais pas si je peux le dire, que chez Cultura, Martinique. Donc, il s'affiche, redonne-nous le titre complet de ton ouvrage. Alors, Fulgurance d'acuité ou les geysers de lucidité. Donc, on peut retrouver, j'ai dit, à Cultura. La montagne. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup ce moment de partage. Ces liens, j'ai bien aimé l'exemple que tu as pris avec ton néologisme dit adulte. Oui. Où, par exemple, tu parlais du fait que tu donnes rendez-vous à un professionnel, le gars te dit rendez-vous tel jour, et puis il t'envoie même pas un message où on appelle dire j'ai eu un souci, finalement ce ne sera pas possible. Tu es là, tu attends. Et c'est cette rigueur, soyons rigoureux. D'accord, on va continuer à travailler pour mettre la rigueur en avant. Je caresse ce souhait pour tout un chacun. Si, comme Patrick, vous souhaitez présenter un ouvrage qui vous tient à cœur et venir sur le plateau de Zouk TV, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Merci beaucoup, Patrick. C'est moi qui te remercie. C'est moi. Et merci, chers téléspectateurs, d'avoir passé ce temps avec nous. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.